En tout cas, bonjour et merci d'être parmi nous. Ce sont nos traditionnels vœux à la presse. Donc, on avait prévu le format le plus restreint, en pensant que les journalistes seraient plus nombreux que les grands témoins de cette aventure. Et il s'avère qu'ils sont aussi autant nombreux que vous. Et merci en tout cas, ça nous fait chaud au cœur. Et plus on est proche, et mieux c'est pour nous tous, car on sait très bien. Et c'est pas sans dire, Jérôme Lebrière, ensemble, le collectif main dans la main, pratiquement collé tête, collé les épaules, c'est un petit peu les mots qui reviennent dans cette nouvelle année 2024. Avant de vous présenter ce petit discours, qui rassurez-vous, il a l'air épais, mais il serait très vite vu en... Je vais quand même donner la parole à monsieur le directeur général du CHU de Martinique, qui est le principal concerné et grand témoin de l'autorisation de cancérologie aux côtés de la clinique Saint-Paul, représentée par son directeur général, président directeur général, monsieur Nabil Mansour, plus exactement docteur Nabil Mansour, qui prendra aussi la parole dans un deuxième temps. Donc, je vous laisse aux manettes. Voilà, mais c'est pas trop dans le protocole. Monsieur le directeur général. Merci. Merci à tous, bonjour à tout le monde. J'ai rien préparé et c'est là qu'on est le meilleur quand on prépare rien. Nabil vient d'apprendre il y a 10 secondes qu'il allait parler et il va être super. Merci Guy Albert, merci au JPRO, merci à tous de votre présence. La Sécu, l'ARS est avec nous, vous devrez nous rejoindre, je ne me permettrai pas de les représenter. Ça me serait reproché, mais en tout cas, ils sont de tout cœur avec nous et au cœur du réacteur. Vraiment, mes voeux de bonheur, de santé, de joie pour vous, vos proches, ceux qui vous sont chers. S'il y a bien un sujet sur lequel il faut qu'on joue collectif, qu'on soit ensemble, c'est la cancéro. Les enjeux qui m'animent et qui doivent nous animer tous autour de la table, c'est vraiment la lisibilité des parcours, la lisibilité des dispositifs, évidemment le sujet des délais, évidemment le sujet de l'accès au plateau, l'accès aux équipes. C'est vraiment un sujet, quand on regarde le rétro, on se dit qu'on a fait des progrès, mais quand on regarde devant nous, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Et vraiment, il faut qu'on joue collectif. Il y a plein de choses à inventer. S'il y a bien un sujet sur lequel il faut être audacieux, innovant, inventif, c'est le sujet des parcours en cancéro. C'est quasiment frustrant parce que Dr Escarment ou d'autres, ou les acteurs de soins ont plein d'idées. Et à nous, institutions, d'être au rendez-vous. Je suis un peu long à la détente parfois sur des sujets, mais il faut vraiment qu'on soit plus qu'au rendez-vous et il faut qu'on donne à voir sur les délais, qu'on donne à voir plus sur les actions mises en œuvre. Donc, les équipes nous attendent, les soignants, les familles. Il faut qu'on sorte de ce qu'on vit actuellement dans certaines disciplines ou dans certaines disciplines d'organes du parcours du combattant. Vous le vivez, vous, au quotidien, et vous avez les patients, vous avez les familles, vous avez les accompagnants au téléphone ou en direct. On a bien à l'esprit que c'est parfois encore trop un parcours du combattant, une nébuleuse. Qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? Comment je me tourne vers tel dispositif? On s'y perd dans les sigles un peu trop encore. Alors, il ne faut pas que mon discours soit trop négatif, parce qu'il y a eu du boulot de fait, il y a eu gros boulot d'abattu par les acteurs. Mais quand on regarde le quotidien d'un patient ou d'une famille, eh ben, on est vite perdu. Donc vraiment, on a une grande responsabilité collective devant cette affaire, à nous de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Le CHUM, non pas au premier chef, mais le CHUM a toute sa part également là-dedans, le CHUM et les acteurs de soins au sens large. Donc vraiment, il faut, sur ce sujet précis, laisser les égos de côté, les susceptibilités de côté, les postures de côté, et là, assaut de famille, assaut d'usagers, CHUM, clinique, élu, quelle que soit la place de l'élu, agence, sécu, j'en oublie 3 petits points, désolé, j'en oublie sûrement. On doit vraiment jouer fortement collectif. Donc c'est vraiment ces vœux de collectif, d'esprit d'équipe que je veux mettre en avant ici fortement. Et de transparence, hein, non pas la transparence en contrepoint d'une éventuelle opacité, mais la transparence dans la notion du donner à voir au progrès, donner à voir à ce qu'on fait, donner à voir à l'innovation qu'on met en œuvre aussi. Ça me paraît important de vous le dire et je parle ici là avec tout mon cœur.
Donc bonne année à tous. Merci au JPROM pour nous avoir réunis aujourd'hui. Et bonne année également à vos proches. Merci. Donc voilà, de toute façon, vous aurez l'occasion d'intervenir tout le long, puisqu'en fait, l'idée aussi, c'est l'échange et les questions. Donc j'ai vu arriver via TV, c'est ça? Qui vont prendre en cours. Alors pour ce que je vais vous dire sur cette année, un petit bilan assez rapide. C'est toujours ce plaisir d'échanger avec les journalistes, puisque ce sont les grands témoins, ceux qui rapportent notre parole en dehors de ces lieux et qui sont nos partenaires de première ligne pour l'information de notre population, de nos concitoyens, de nous-mêmes d'ailleurs. Je pense que c'est plus ce qui est important. Donc c'est d'abord vers vous, mesdames et messieurs, représentants de la presse, que je me tourne pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Et c'est essentiellement pour vous aujourd'hui ce moment, de manière à pouvoir lancer le ton de cette politique, cette stratégie qu'on aura à mettre en place dans les prochains mois. Une année qui semble déjà commencer sous le chapeau de roue et qui ira peut-être très vite. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire, vous le verrez. En tout cas, bienvenue et merci d'être là, mesdames et messieurs les journalistes. Chacun d'entre nous, monsieur le directeur général, l'assurance maladie, les associations, l'ARS qui va nous rejoindre, mais pas avec le directeur général adjoint qui a été empêché de dernière minute et madame la directrice générale qui est retenue hors du territoire, mais nous aurons la directrice déléguée à l'offre de soins qui ne tardera pas à nous rejoindre. Mais aussi l'ensemble des grands témoins, associations, surtout, car ce que je note depuis le début, ça fait déjà quelques années, en cancérologie, on n'aurait rien pu faire sans les associations, et je crois que c'est ça le moteur. Je crois que quand on a dit ça, on a dit beaucoup et on a dit l'essentiel, car aujourd'hui, la cancérologie bouge parce que derrière, les acteurs s'engagent. C'est tout. Et sans ça, c'est pas possible. Donc c'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous. On ne sera pas forcément dans des chiffres, ça ne sert à rien, car on présentera avec vous le rapport d'activité en 2023 qui est normalement prévu au mois de mars et qui va revenir avec des graphiques, des chiffres, des statistiques et puis plein de choses. Je ne vais pas non plus faire le bilan d'une année au 15, pas au 15, même pas au 12 janvier, c'est pas possible techniquement. Et je crois qu'il faut être honnête, on va simplement peser des constats qui sont factuels et partagés par tous, et puis les chiffres viendront les conforter au fil de l'eau, mais je vous promets avant le mois de mars, puisque vous savez que ce mois est aussi très riche, puisque c'est le mois qui porte le mois de la lutte contre le cancer colorectum, avec notamment le grand effort de Mars Bleu, et un clin d'œil à Laurie Marignan qui en sait quelque chose, puisque c'est main dans la main qu'on ira cette année sur les dépistages avec l'assurance maladie qui reprend d'ailleurs la compétence au 1er janvier 2024. Donc c'est une année qui a été riche avec beaucoup de moments, des focus sur beaucoup de choses, mais un cap. C'est une année qui a permis de poser un cap parce qu'il y a eu des changements. Il y a eu quand même des impondérables, certains disent des irritants, moi je dis des contrariants, des rageants, voire même des choses qui font mal et qui font gémir, et je le dis à dessein parce que ce mot il a du sens quand on parle de cancer. C'est une année où on a dû faire face à l'après-crise Covid, rappelez-vous, c'était pas non plus quelque chose d'évident, dans un tissu déjà fragile, fragile avec des médecins moins, fragile avec le besoin de s'organiser, fragile avec des nouvelles technologies, de nouveaux traitements et de nouveaux espoirs aussi, parce que le cancer se guérit de mieux en mieux, c'est aussi une bonne nouvelle ça aussi. Et quand ça se guérit de mieux en mieux, on a des patients qui vivent de plus en plus longtemps, donc on a des besoins de rendez-vous de plus en plus importants, et on a des thérapies beaucoup plus longues. Donc vous voyez, donc une maladie qui va se chroniciser, forcément une maladie qui demande de reposer un cadre, de reposer une organisation. Et cette année, elle nous a permis, dans un entonnoir où on a eu tout un faisceau de, je veux dire, de parcours à réinterroger, à reconsolider avec des moyens souvent chimériques, ça n'a pas été évident. Donc le cap, c'était parcours de soins. Parcours de soins sécurisé, parcours de soins amélioré, parcours de soins clair, mais surtout parcours de soins dans des délais compatibles avec la non-perte de chance. C'était ça le défi. Il n'a pas été gagné,
il n'a pas été perdu, il a été entamé, il a été largement amorcé, le combat est parti, il est redynamisé, et le DG du CHUM vous l'a dit, c'est ensemble qu'on réussira. C'est aussi le cap de l'année 2024. On a su, on a entendu, on a aussi vu des choses, mais il y a encore tellement d'efforts à faire que je ne pense pas que je mettrai un point final en 2023 avec cette affaire de parcours qui me poursuivra encore, et nous poursuivons pendant quelques années. Il y a eu, si vous voulez, aussi toutes ces difficultés que vous rencontrez. Alors, je ne vais pas les lister parce que ce n'est pas un bilan de ce qui n'est pas bon. C'est un bilan de ce qui doit progresser, qui doit évoluer. C'est un bilan de ce qu'on doit partager sans, je veux dire, sans langue de bois. On ne fait pas l'autruche ici. Je ne pense pas que quand on a une maladie comme le cancer, que la politique de l'autruche ait du sens, ni l'absence de transparence. On dit les choses, on les pense et on les affirme. Et c'est aussi ce qu'on va faire. C'est l'année aussi qui nous a donné un cap au JPROM. Je parle du JPROM parce que c'est les vœux du JIP, mais un cap global sur plusieurs thématiques, notamment avec une feuille de route, celle que m'a assignée Madame Anne Brion-Bisson, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Martinique, remettant l'accent, et ça c'est sans ambiguïté aucune, les malades, les malades, les malades, les parcours, les délais, et une cancérologie d'excellence et respectueuse des valeurs humaines. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, l'agence est parfaitement claire et je suis d'accord. On ne pourra pas faire sans ça. Une feuille de route largement complétée par celle, monsieur le directeur général du CHUM de la Martinique, qui m'en assigne une aussi. Vous voyez, je suis assigné de partout. J'espère que ça se tiendra qu'aux feuilles de route et pas autre part. Cette assignation que me fait le CHUM est autant claire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis directeur adjoint au CHU de la Martinique, rattaché à la direction générale et mise à disposition du JPROM, donc employé du CHU. Donc c'est dans cette qualité aussi que le CHU me demande aussi d'être vigilant sur les délais, les parcours, les filières, les trajectoires, et aussi la responsabilité commune. La responsabilité commune des belles valeurs que nous portons pour les patients. Et avec un mot transcrit, littéraliser le patient au cœur du débat, plus aucun patient absent de nos instances. Le patient expert, petit clin d'œil à Cœur Doria, au cœur du débat, et c'est écrit, aucune instance, aucun groupe, aucun atelier sans qu'un patient ne soit présent. Quand même une innovation. Je pense qu'on peut applaudir M. le directeur général, car il fallait quand même avoir de l'audace pour porter cette réforme. Je nous souhaite bon courage, car ils s'exprimeront, elles s'exprimeront, mais ça nous fera progresser dans le bon sens, et c'est ça le moteur. On a aussi, si vous voulez, en dehors de tous ces désordres que nous avons évoqués, des désordres qui sont totalement perfectibles, car comme je vous dis, si nous sommes aussi aujourd'hui aussi nombreux pour présenter des vœux à la presse, c'est que quelque part nous croyons à ce que nous faisons. Et nous sommes surtout fiers de ce que nous faisons, et nous continuerons ce que nous faisons. Car nous le faisons dans un écosystème difficile, certes, mais perfectible. Et toutes ces beautés, tous ces engagements, tous ces défis que nous relevons, ça n'a qu'un seul nom. La dignité de l'usager. Et c'est pour ça que les grands chantiers, notamment vus depuis 2023, c'est l'amélioration de toutes les infrastructures, les locaux, les conditions d'accueil, les conditions de vie, les conditions, je veux dire simplement, de relations, d'information. Et c'est pour cela que cette année aussi a porté, il fallait oser remettre du sens très clair avec la lutte contre le cancer dans la réouverture purement et simplement de l'ERI. L'espace de renseignement et d'information sur le site de Clarac est ouvert et c'est Madame Peggy Dormois qui s'en occupe, qui est ici présente et qui peut se lever peut-être que vous la voyez, qui s'en occupe. Ne mettez pas à bas les emblèmes de l'État. On voyait, on perd l'Europe et on a besoin des fonds européens. Monsieur le directeur général, je vous en prie, soyez discipliné, soyez discipliné. Voilà. Cette ERI, cet espace de renseignement et d'information, ce n'est pas juste un endroit, ce n'est pas un lieu. Elle fera du racolage, et permettez-moi les guillemets, non, je les enlève, elle fera du racolage. Elle ira dans les services, elle ira où il y a des malades, elle va errer dans ces endroits-là, elle va les ramener. Elle ne s'attendra pas simplement à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre ou une lucarne, une petite lueur, en espérant « que puis-je faire pour vous ?» Non. On ira chercher les gens où ils sont perdus, de manière à pouvoir les remettre
au rendez-vous. Elle ne fera pas de grands mots, de grands discours. Elle ne fera pas non plus de grands ateliers. Elle fera simplement son travail. Informer les patients, rassurer les patients et donner quelque peu de bonheur dans une épreuve si dure. Ne serait-ce qu'un café, un bonjour. C'est déjà tellement. C'est ça. C'est cette simplicité que je porte, rien d'autre. Ça, c'est le cadre de l'ERI. Il y a derrière moi plein de documents. Mais ça, c'est pas le rôle de l'ERI. Ils vont les distribuer, oui, si vous voulez. Mais il faut les expliquer. Combien de patients ne parlent pas le français? Combien de patients ne savent pas lire ce document? Combien de patients ne comprennent pas le virage numérique? Eh bien, il y aura une voix, celle de Madame Dormois, mais aussi celle de tous les bénévoles qui seront autour de Madame Dormois. Celle de la Ligue de Matete, d'Amazon, de Cœur d'Oria, d'Atumu. Voilà. Celle de Singulière, celle de l'AMP Sakai, celle de la Caisse aussi, car vous êtes concernés aussi sur pas mal d'actions. Celle des médecins. Des voix qui vont être plus des voix dissonantes parce qu'on ne les comprend pas, des voix qui seront entendues. N'ouvrez pas de grands yeux, monsieur Siparis, car je sais qu'effectivement, indépendamment de toutes ces associations, nous avons aussi voulu cette année planter une graine nouvelle, celle des hommes. Celle des hommes qui se trouvaient totalement marginalisés, avec effectivement tellement d'associations féministes qu'ils étaient obligés de s'y cacher. Dorénavant, Siparis renaît, en dehors des cendres de Saint-Pierre, en plein cœur de la Martinique, et nous avons ce partenaire aujourd'hui avec nous. Mais nous avions déjà connu à l'époque, avec notamment cette association qui s'appelait la MIP, Association des maladies et infections de la prostate, mais qui ne s'intéressait qu'hélas qu'à la prostate. Là, on va ouvrir le champ. Donc c'est pour ça que je vous dis que la capacité aujourd'hui créatrice, elle vient, mesdames et messieurs les journalistes, des efforts de nos partenaires et pas de JPROM. On n'est pas un acteur, on ne fait rien. Alors ne le répétez surtout pas. Interprétez-le davantage. Quand je dis qu'on ne fait rien, c'est qu'on vit de ce que font les autres, car ce qu'ils font, c'est pour vous. Et nous, on est juste là pour les aider à mieux faire. Voilà notre mission. Les sentinelles seront partout. Des vigies, des gens qui vont regarder où sont les malades qu'on ne voit pas, celles qu'on n'a pas vues en chimio, celles qui semblent titubants face à des affres de sociaux, celles qui ne savent plus à quel sein se vouer, à des désastres familiaux. Le cancer, ça détruit. Ça ne détruit pas que le corps, ça détruit des vies. Oui, j'y crois. Je mettrai même un devoir de foi sous cette maladie, car j'y crois vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, quand on parle de cancérologie, on parle de la souffrance de personnes, et pas que les malades. On parle également de celle de leur famille, de leurs proches, même des anonymes qui les croisent au regard. Peut-être, on regarde bien quand même que quelquefois la perruque n'est pas toujours adaptée. Et on sait, on ne dit rien, on sourit peut-être, comme pour arracher un petit élan de compassion. Mais hélas, est-ce suffisant? Eh bien, il faut aujourd'hui les ramener dans nos systèmes. Et c'est pour ça que nous ne lâchons pas prise. Nous ne lâchons pas prise. On mord à pleines dents là où ça doit faire mal. On mord parce qu'on sait que le travail aussi, c'est une question. Et c'est pour cela que j'y ai mis tout de suite le doigt. Madame Paparu, merci d'être là. Je pense que M. Anouman n'a pas pu se joindre à nous, mais vous savez que la thématique cancer et travail, que j'ai souhaité être prioritaire, car combien aujourd'hui de femmes et d'hommes en âge de travailler ne le peuvent plus. Mais là, ce serait un bien faible mot. Ce n'est pas le fait de ne pas le savoir, de pouvoir travailler. C'est le fait de devoir abandonner son traitement pour travailler. Parce qu'hélas, le poids de la famille, le poids de l'économie, le poids du loyer, le poids de la traite de voiture, ça demeure même après vous. Moi, pas l'équité plaise d'être baïchement, c'est ce qu'on vous dit aussi. Le poids des enfants qui font des études, c'est la réalité dans un milieu matrifocal, où la femme n'est pas que poteau mi-temps, elle est poteau central, poteau fondatrice. Ces femmes doivent s'exprimer aussi dans leur féminité, mais pas que, et davantage quand elles sont malades et isolées. Et on a entendu votre voix, que ce soit au niveau d'Amazon qui a porté avec le nid Gabriel, ces grands mouvements, Matete aussi. On a entendu la voix de ces femmes, mais aussi ces hommes qui sont peut-être plus discrets, mais tout autant là. On a aussi pensé aux travailleurs clandestins, ceux qui ne sont pas forcément déclarés, ceux qui vivent de leur job aussi. Sur le coupeur d'herbe qui a un cancer de la prostate, le mécanicien non déclaré, il a le droit de manger aussi. Et on fera du cancer du travail, pas le cancer et emploi, mais vraiment une thématique multimodale, sans restriction, mais aussi sans répression, en regardant la Martinique telle qu'elle est.
parce que c'est notre pays, on ne peut pas la réinventer. Donc on a lancé ce chantier Cancer et Travail pour permettre justement à ces personnes de rester dignes. Et c'est le docteur Patrick Escarment qui, aux côtés du docteur Anoma et du docteur Miguel Marousse, interviennent, chacun ce qui leur concerne, cancérologue, médecin du travail et médecin de santé publique, pour pouvoir donner du sens à la thématique. Merci en tout cas pour ça. Les travaux sont déjà largement lancés et les premières conclusions arrivent d'ici, j'espère, quelques heures. Voilà, les dynamiques sont là. Le parcours n'est pas uniquement un parcours de soins. Le parcours ne s'arrête pas à la chimiothérapie, à la chirurgie, ne s'arrête pas à la radiothérapie. Le parcours va au-delà de tout ça. Le parcours va dans l'intimité. Ça va dans la vie, ça va dans la famille, ça va dans la santé. Il existe des comorbidités aussi. On n'a pas qu'un cancer et on oublie le diabète. On n'a pas qu'un cancer, on oublie le cholestérol. On n'a pas qu'un cancer, on oublie la dialyse. On peut avoir plusieurs maladies, hélas. On est dans ce pays de maladies chroniques. Et les facteurs de risque sont là aussi. Et on veut penser cette année à un parcours global. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du parcours de soins, qu'il fallait conforter, sécuriser, rendre accessible. Mais le parcours de santé l'est tout autant. Et le parcours de vie encore davantage. Ça sert à quoi de guérir si on n'a plus la vie sociale? C'est toute la question. Les gens meurent aussi, les gens se suicident parfois. J'ai travaillé depuis 2 ans, je continue avec le groupe sur les autopsies psychologiques portées par le professeur Joël sur le suicide avec un axe cancéro, et vous allez voir, les chiffres ne sont pas glorieux. Là aussi, cette épreuve, on a besoin de la traverser aussi. Je crois que quand on a dit tout ça, comment on va faire? Pourquoi on n'a pas fait plus tôt? Et si on savait tout ça? Donc, sommes-nous de mauvaise foi? Avons-nous osé laisser perdre les malades alors qu'on savait tout ce qu'il fallait faire? On n'a rien fait? Non, c'est pas si simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la société mute. Elle évolue, les malades mutent, évoluent. Donc, c'est un travail d'ingénierie sociale perpétuellement renouvelé. Et c'est pour ça que nous sommes vigilants, avec une cellule de suivi qui va s'adapter aux évolutions de société, qui sera au rendez-vous du virage numérique, de l'intelligence artificielle, qui va aussi interroger des questions innovantes de société, notamment les femmes migrantes. Ça a été mon travail aussi, en 2023. M'intéresser à ces femmes qui, qu'on le voit dans les rues, peut-être, on dit des femmes de trottoir, sont-elles que ça? La communauté haïtienne, les étrangers, les étrangers, voilà, la présidente de l'association qui s'en est occupée, et sur ces femmes migrantes. Et cette dame me disait aussi, il y a quelques mois, vous imaginez depuis le jour que le chinois est en Martinique, combien de personnes ne sait dire bonjour en chinois en Martinique? Et pour autant, le chinois fait partie du paysage martinique. Tout le monde mange chinois ici. Qui sait dire bonjour en chinois? Moi, je ne sais pas le dire, mais j'en avais honte parce que je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Et cette marche, en fait, elle a été un déclencheur de conscience, parce que ça aussi, c'est notre rôle d'agiter les consciences. Et je me suis dit, mais ces Haïtiens, ces Dominicains, cette communauté étrangère, n'en déplaise, oui, je m'assume parfaitement, je suis un travailleur social, de toute façon, je ne me tirerai pas sous ces questions-là. Nous faisons citoyenneté avec tout le monde. Nous le ferons. Et je crois qu'au-delà des règles sur l'immigration, on a un devoir de santé publique. Et nous serons à ce rendez-vous aussi dans la solidarité martiniquaise. Il y a aussi les publics qu'on a vus l'année dernière avec la MP Sakai. Des gens à qui on envoie des dépistages, qui ne savent pas lire, qui sont aveugles, malentendants, qui ne sont que créolophones, ou qui sont en situation de handicap majeur, ou qui sont simplement dans les tréfonds de la mangrove du Lamentin parce qu'ils sont toxicomanes. Sont-ils des exclus du cancer pour autant? Devrions-nous les rejeter, voire les euthanasier socialement pour pouvoir pas plus les voir, les gommer de la carte de nos actions? Les détenus, qu'est-ce qu'on en fait? Ces personnes en situation de problème. Ben merci,
en tout cas à la MP Sakai. Parce qu'en fait, on y va maintenant, on va sous ce terrain-là. On va dans la Mangouin voir les femmes toxicomanes, leur proposer, oui, elles ont le droit d'avoir, elles ont aussi des seins aussi. Elles ont un utérus, elles ont un col de l'utérus, elles ont un côlon. Et on essaye de travailler différemment que de mettre dans une boîte aux lettres une lettre d'invitation qui ne sera jamais lue. Et là, je suis gentil. Quand la boîte aux lettres existe. Donc, ce sont nos engagements. Sachez aujourd'hui que plus de 40% de notre population n'accède pas à leur boîte aux lettres. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. Mettre en fait tous les efforts de l'invitation, du envoyé, etc. Si nous ne sommes pas sur le terrain de la société, en évoluant avec la société, nous ne toucherons personne. Mais on l'assumera, on ne l'assumera pas. Personnellement, je ne veux pas l'assumer, donc on ira les chercher, et ça s'appelle le aller vers. Nous avons aussi mis en place un certain nombre de choses comme le soutien psychologique. Parce qu'un cancer, ça ne se vit pas qu'à l'annonce, ça se vit dans l'anxiété de la prise de sang depuis le début et la suspicion de symptômes qu'on ne connaissait pas. Et ça, on n'y pense pas parce que ça ne concerne pas. On ne voit le malade que quand on lui a diagnostiqué son cancer, mais avant le parcours, avant d'y arriver là. Combien de personnes n'ont pas été faire leurs examens parce qu'ils étaient morts de trouille? Parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre ce courage. Ils avaient compris que le sein s'était déformé et que c'était possiblement, voire même évidemment, un cancer. Ou bien combien de personnes ont eu des mammographies avec un ACA 4, 5 et ils se sont dit, mais non, ah ouais. Voilà, je crois qu'il faut aller les chercher. Parce que quand nous parlons de perte de chance, on oublie que l'accès au diagnostic tardif est une réelle perte de chance en Martinique. Si on arrive 2 ans après, à épuiser toutes les ressources en quimbois, en prière, en plantes, et qu'on a un cancer évolué, on aura peut-être de plus mauvais résultats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce qu'on veut, mais je crois qu'il faut aujourd'hui accompagner les gens en amont de leur prise en charge. Et c'est le travail de l'oncosociologie que je confie à Madame Rose Adélaïde, mais aussi je demanderai aux associations d'être à mes côtés pour ce grand pas sur l'amont. Ramener les gens vers le diagnostic, car la peur est quelque chose. Quand les gens vous disent que je ne fais pas de dépistage, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas savoir. Et ça, il faut l'entendre. Quand on a ouvert le courrier du médecin et qu'on voit des résultats et qu'il est le week-end et que vous donne rendez-vous dans 1 mois, je ne sais pas comment vous dormez, comment vous vivez, qu'est-ce que vous dites. J'ai encore en mémoire un entretien avec une dame que j'ai rencontrée sur un plateau de télé et qui me disait qu'elle a ouvert le courrier du médecin, elle l'a refermé et elle s'est dit « Ouf, j'ai rien ». Pourquoi? Parce qu'elle avait lu qu'elle n'avait pas un cancer. Elle avait lu la première phrase qui était « triple négatif ». Elle s'était dit « c'est 3 fois négatif ». Donc j'ai rien. Elle n'a plus suivi et malheureusement elle s'est retrouvée avec le cancer métastasique et donc on est le pronostic des cancers triple négatifs. Parce que, eh ben oui, là, voilà. Pour elle c'était triple négatif, donc c'était pas nécessaire de poursuivre au-delà des investigations. Pour vous dire. C'est peut-être cette information, cette petite connaissance qu'on a besoin simplement. Et combien de personnes sont ces dames? On ne les voit pas. Et les patients experts ne sont pas uniquement cantonnés au pendant ou à l'après, mais aussi en aval. Car c'est peut-être grâce à ça qu'on inversera les diagnostics tardifs. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'agir sur plusieurs choses. Donc je pense qu'il faut agir sur, bien entendu, la prévention, renforcer les messages de prévention. On ne le dit pas assez que 40% des cancers peuvent être évités. 40%. Oui, mais ça, quand on dit ça, on a une belle jambe. Il ne faut pas fumer, il faut boire moins d'alcool, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Il faut faire du sport ou de l'activité physique adaptée. Il faut manger moins de viande rouge. Il faut, voilà. Mais qui fait avec? C'est-à-dire quand on dit il faut, oui, ça c'est facile, le surpoids, l'obésité, oui, mais oui. Vous avez vu? Je crois qu'à un moment, il faudrait peut-être que ces messages soient accompagnés dans les groupes
dans les petits groupes des quartiers, des petits trucs comme ça, avec des professionnels, mais surtout avec des personnes formées. Alors on parle de patients experts, mais je veux aussi des patients témoins. Et j'aimerais aussi qu'il y ait des animateurs relais. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous devons continuer à faire. En matière de soins, j'en ai parlé. L'annonce, pour moi, c'est pas encore abouti. C'est pas parce que l'INCa nous a donné 5 grandes lignes d'annonce et que la dernière est ting, j'ai coché les cases, une annonce, deux annonces, trois annonces, quatre annonces. Et sa cinquième annonce, c'est l'annonce paramédicale qu'on a abouti. Non. Pour moi, il faut l'annonce tout le long de la maladie. Moi, j'estime que le processus d'annonce doit être en transversal de toute évolution, y compris l'annonce de la rémission, l'annonce de la guérison, l'annonce de tout du traitement, l'annonce de tout ce qu'on peut. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux infirmières, la cellule de suivi, de mettre en place des consultations systématiques à la demande. Dès lors qu'il y a une demande, ou encore une incompréhension, un signalement, on reçoit le malade. Même si ce n'est pas le temps de l'annonce, on reçoit le malade. Et puis, on n'est pas obligé de le recevoir à l'hôpital quand même. Je souhaite que ce soit mobile, qu'il y ait une équipe mobile, d'appui, d'accompagnement, d'annonce, partout où nécessaire, y compris chez le malade. Peut-être pourquoi pas, pourquoi on est obligé de venir. Le malade a peut-être besoin d'avoir quelqu'un dans son confort aussi. Donc je crois qu'il faudrait sortir de l'annonce hospitalière et l'élargir à l'expérimentation de l'annonce et de l'accompagnement hors les murs de l'hôpital. C'est un jeu que je porte aujourd'hui et qui fait l'objet de recommandations très strictes. On va prendre avec cela le virage ambulatoire peut-être de manière très claire. Agir avec la ville, parce que les grands isolés, ce qui revient, c'est que le médecin de ville est très isolé. Au final, une fois la maladie annoncée, il se retrouve, le malade, dans sa tête. Je suis là pour mon combat, et mon combat s'appelle cancer. Et il oublie tout le reste, y compris le glaucome, s'il était suivi pour autre chose, et il commence à devenir un patient clarac. Voilà comment ça s'appelle. Eh bien non. Il faut que le patient reste sur son système de santé. Et ça, c'est un combat qu'on doit relever avec la ville. Et c'est bien pour cela qu'il faut des temps réguliers, d'une comitologie, mais ça, j'aime pas ces mots bien savants, des rencontres, des causées, des allées vers ces médecins-là, et surtout des lignes qui répondent, des gens qui sont joignables, une humanisation de la relation ville-hôpital, simplement. Et ça, ce sera l'accent qu'on mettra aussi en 2024. Des situations complexes avec le DAC, le dispositif d'appui et la coordination, parce que on est dans un pays aussi où tout est complexe. Ouais. C'est pas la même chose quand on est ailleurs, mais pour moi, le fait de résider en Martinique est de ce fait une situation complexe. Donc, je pense qu'il faut l'entendre. C'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Car si vous avez une panne d'une machine, ben, il faudra peut-être prendre l'avion si ça dure. Et ça, c'est difficile, parfois, même souvent. La partie sociale, on en a parlé. Les recours, justement, vers la métropole, on en a largement aussi déjà parlé. Je connais, j'y suis témoin. J'ai mené une mission de plusieurs semaines au mois de novembre à Paris, où j'ai rencontré des femmes, essentiellement, oui, dans un magnifique espace, celle des Amazones Paris, qui m'ont partagé leur expérience. Des femmes qui ne savaient pas qu'elles partiraient, et qui sont parties, parce qu'il fallait qu'elles sauvent leur peau, oui. Des femmes à qui on a dit non, des femmes qui se sont retrouvées à se questionner sur comment je fais. Est-ce que je reste? Je pars? Je meurs? Je vis? Ça, c'est encore en 2023. Oui, oui, il y a tout un effort à faire dessus. Et quand on a connu ça, j'ai vu des gens qui ont tout abandonné, qui sont partis. Je ne parle même pas des enfants, aussi des hommes. Hein. J'ai accompagné aussi des hommes sous IGR, cancer de la CRORL notamment. Je crois qu'il est temps de mettre un schéma d'action sur comment on fait partir les gens, dans quelles conditions, comment on les accompagne. Il n'y a pas que aller virer pour les jeunes Martiniquaises et Martiniquais, c'est aller virer pour les malades aussi. Ça veut dire comment on gère ça. La vie d'ici et la vie d'ailleurs, c'est des questions de société. Et les associations, il va falloir qu'elles s'impliquent. Mais pas qu'elles s'impliquent bénévolement, oui,
mais avec des moyens, avec de vrais moyens. Là, il va falloir qu'on fasse vraiment des efforts pour accompagner et soutenir une conciergerie, ne serait-ce que ça. Des endroits, des lieux. Et ça, je retourne vers la caisse. Merci Laurie, tu as su nous accompagner quand on a eu le besoin récemment. Et on a mis en place une commission JPROM sur les comités de recours, avec l'assistante sociale notamment, où je ne veux plus, je le dis de manière très solennelle, qu'aucune personne ne quitte ce territoire martiniquais sans avoir s'être vu proposer systématiquement une consultation sociale. Ça, c'est clair. Ça veut dire que mes services, en tout cas, je parle de mes services au niveau du JPROM, et je suis totalement d'accord que mon collègue Jérôme Lebrière me soutiendra sur la partie CHUM, que les assistantes sociales seront à ce rendez-vous-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas découvrir votre situation sociale précaire une fois à Paris. On va le savoir avant que vous partiez. Et puis, une consultation psychologique également. Et puis, un relais à la fois en Martinique avec le secteur, notamment grâce à la CTM, mais aussi des signalements documentés entre confrères, les AS de France, de Martinique et du secteur. Je crois qu'on ne peut pas faire sans ça. Les associations ne sont pas des professionnels. Ce n'est pas leur travail de faire assistante sociale. Ça se saurait, ça. Elles ont besoin d'être aidées. Elles ont besoin d'être professionnalisées. Et ça, on ne lâchera pas dessus. Et je crois qu'on a entendu. Quelquefois, je me suis mordu les lèvres. Parce que je n'aime pas trop répondre quand j'ai tort. Parce que je me dis qu'on aurait pu le voir plus vite. Mais devant le sauve qui peut, on vous embarque. Il semble-t-il que c'est un 777 quelquefois un Airbus, mais je ne sais rien. Mais les conditions ne sont pas acceptables. Et ça, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir le faire. Donc c'est toutes ces choses, ces formations, notamment d'infirmières, ces mises en place, c'est vraiment ce constat en fait qu'on a pu voir qui font qu'on y arrive. Et les solutions maintenant, c'était très simple. On a augmenté les moyens dès 2024, avec notamment le recrutement par le CHUM et par moi-même de médecin, qui est le docteur Emeline Colomba, ici présente, qui est oncologue médical. Tu peux te lever quand on te voit, Emeline. Voilà. J'ai mes parents qui sont là-bas. Voilà, qui est le docteur Emeline Colomba, ici présente, qui elle, en fait, va prendre les choses en main et ne va pas abandonner le parcours. Ça veut dire qu'elle va devenir flic. Elle va fliquer le moindre détail des parcours et je peux vous promettre qu'elle sera investie des plus larges compétences au niveau du JPROM. Parce qu'en fait, je ne souhaite pas ne pas être transparent dessus. S'il y a quelque chose à dire, elle le dira. Il n'y aura aucune, de toute façon, totale transparence, y compris vis-à-vis de la presse. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a rien à cacher, on veut s'améliorer. Et j'ai vu hier Emeline incisive, notamment dans le cadre des travaux du SIOM, et je crois que c'est parti. Et avec un projet aussi très, très important, qui est le projet Onco Rapido, qu'elle porte, parce qu'elle se dit derrière ça, il faut faire vite. Car quand nous dormons, il est possible et probable que le cancer ne dort pas, ne somnole même pas d'ailleurs. Donc toutes ces choses veulent que nous allons ce village ambulatoire, cet effort rapido, ces activités, et une équipe médicale qui se renforce, toujours avec mon conseiller médical, le docteur Escarment, mais aussi d'autres personnes à la gériatrie, le docteur Fanon, qui va nous rejoindre de nouveau dans le cadre de cumul emploi-retraite. Le docteur Colomba, le docteur Clarisse Joachim sur la partie du dépistage, le docteur Minaus sur la partie cancer et travail aux côtés du docteur Escarment. Donc je crois que toutes ces personnes font qu'on prend de l'oxygène. Et puis de bonnes nouvelles aussi, parce qu'on ne fait pas de l'omelette sans casser des œufs, le recrutement de nouvelles infirmières. Trois, en tout cas, qui vont rejoindre, mais aussi de secrétaire médical. Et je souhaite aussi qu'il y ait une assistante, pas une assistante, une aide-soignante, qui soit en transversalité sur le racolage. C'est-à-dire qu'il aille récupérer, ramener vers Peggy, qui est vraiment cette synergie. Elle ne pourra pas tout faire, Peggy, et j'aimerais bien qu'elle ait à ses côtés une aide-soignante pour le faire. Donc, je crois que tout cela, ce sont des beaux chantiers.
Donc, on a la mesure SIOM, et je terminerai dessus, car on a entendu, le gouvernement a mis une mesure 25 pour la cancérologie, notamment avec le fait de dire comment on va endiguer ces délais qui sont prohibés, ces délais qui tuent, des délais létaux. On avance bien, on avance plutôt bien, on a des solutions. Et c'est ce qui me fait sourire, parce que je me suis dit, mais comment on va faire? Et chaque fois qu'on participe à une réunion avec le SIOM, piloté d'ailleurs par l'ancien DGRS, monsieur Jérôme Viguier, on se dit on progresse. On attend des projets qui vont émerger, et on voit aussi que la collaboration avec la métropole, notamment IGR, on représente d'ailleurs Émile Colomba par ailleurs, on est là. Donc je crois que tout cela nous donne un bouillon intéressant pour pouvoir y arriver, y compris la question des enfants avec le docteur actuel. On progresse sous plusieurs chantiers en même temps. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une remise en cause? Non. Il s'agit simplement d'une évolution naturelle des choses. Ce n'est pas quelque chose de... Il ne faut pas voir ça comme une explosion, comme un gros problème. Non, c'est une mutation. Nous étions adolescents, on est devenus adultes. Et ça se transforme, on change de garde-robe, en fait. Quand on a pris un peu de poids, enfin, on s'adapte. Je ne parle pas pour moi, je suis resté quand même assez svelte. Mais ce qu'il faut noter, surtout de ça, c'est que sur le plan de l'avancement, nous sommes là, main dans la main. Ça me fait plaisir, ça. Hein, main dans la main. Ensemble, ensemble. Voilà. On y arrivera avec l'ensemble des choses. Avec aussi de bonnes nouvelles aussi sur l'oncologie médicale, qui a reconnu de nouveaux médecins qui sont arrivés, mais aussi le site associé de la clinique Saint-Paul, M. Mansour. On ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Par contre, il va falloir que nous remettions ça en route, mais pas que le site associé de M. Mansour. Une vision de l'oncologie médicale également sur PZQ, notamment avec des services qui s'étudient. Je pense qu'il y a besoin de rebattre des cartes, mais on ne les fera pas à tout azimut. On les fera avec du bon sens. On les fera en posant le temps, en prenant effectivement des décisions. Par contre, les urgences sont sous contrôle. Les urgences, je le dis, sont sous contrôle. Les situations déplorables qui nous ont interpellés, et vous avec, sont parfaitement sous contrôle. Nous les connaissons, on n'est plus à l'heure des constats là. Et nous progressons. Peut-être pas assez vite, je trouve. Mais bon, je pense que la vitesse, semble-t-il, vient avec la durée. C'est-à-dire que c'est comme une voiture qui descend. On a un faisceau d'outils, un faisceau de plein de choses. Et je crois que c'est sur ça que je veux aujourd'hui conclure mes vœux avec vous, la presse. Vous dire qu'on ne vous cachera rien. Vous savez, de toute façon, vous connaissez. Moi, je dis librement ce que je pense. Je n'ai pas de problème parce que je suis d'abord martiniquais. Et je crois que je ne me cache pas sur ce que je crois être nécessaire pour ce pays-là. Et je crois que nous sommes tous dans cette salle à la même dynamique. Donc, vous pouvez venir nous trouver. Vous pouvez venir nous trouver sans frapper, d'ailleurs. Nos portes sont ouvertes, y compris celle du directeur général du CHU, qui vous l'a largement déjà tellement dit. Et vous êtes chez vous, car vous êtes l'opinion publique. Mais, mis à part la presse, on travaillera avec les élus, l'ensemble des élus nationaux ou locaux, les maires, les parlementaires, la CTM, les EPCI. On sera à ce rendez-vous. Je sais votre exercice, hein, avec Cap Nord récemment, avec beaucoup de biens qui ont été d'ailleurs revenus. Mais je sais aussi qu'on aura besoin aussi des forces, comme les syndicats. Et bien Olivier Olaipinou, c'est pour ça aussi. Comme ces syndicats-là, en fait. Parce qu'on ne pourra pas fuir et puis faire semblant de faire. On fera ensemble. Si les syndicats trouvent que ça ne va pas assez vite, eh bien ok, Vinify et puis nous aussi. Et je crois que c'est cette dynamique. J'ai pris le temps de rencontrer des gens, notamment avec le CH du Carbet que j'ai rencontré la dernièrement sur les lymphodèmes, mais aussi des moyens qu'elle m'a exposés, me disant, mais voilà, mais comment on fait quand on a des patients précaires? Comment on fait? On a des labels à développer, on a des associations qui font de belles choses. Et de bonnes choses, je me tourne vers ma collègue et amie, Madame Fouche. On mange de bonnes choses. On a été reçu dernièrement par le chef Bredas, qu'on a labellisé sur Mon pays, Culture Santé, bien manger local en santé. Je crois qu'on fait de belles choses. Et je crois que les mots de la fin sont les suivants. Bonne année en santé, ça rime avec une seule chose. Un engagement solidaire, collectif. Pas de critique, pas de jugement.
mais un aller vers fort, fort, ensemble pour ce pays-là, pour faire de belles choses pour nos patients, faire taire l'égoïsme, la solitude, mais c'est le travail partenarial, et ça tombe très bien puisque monsieur le directeur général va prendre la parole de conclusion, adjoint. Mais aujourd'hui, il est le directeur général puisqu'il a l'intérim de cette fonction. Voilà, il va prendre ses conclusions. Vous dire que ce soit le GIPROM qui n'est que l'opérateur et assumé de l'Agence régionale de santé, que ce soit le CHUM, que ce soit vous, messieurs et mesdames de la presse, les associations, nos élus, la CGSS, on va dans le même sens. Le malheur d'un est le malheur de tous. Et je terminerai pour vous dire aujourd'hui que le succès d'un sera le succès de tous. Et surtout le succès d'une personne malade qui nous attend aujourd'hui. Merci. Je suis Fabien Lalleux, directeur général adjoint de l'ARS, aujourd'hui directeur général de l'ARS. Directeur général adjoint de l'ARS, le adjoint est excessivement important. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon retard. Voilà, j'étais retenu sur un dossier quelque peu sensible en lien avec un fameux terrain à Trinité dont certains d'entre vous ont dû entendre parler ces derniers jours. Je vous prie de bien vouloir excuser Madame Anne Bruant-Bisson, la directrice générale de l'ARS, qui sera présente sur le territoire en début de semaine prochaine, mais qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente aux vœux du GIPROM. Ce groupement d'intérêt public a été voulu par différents partenaires et notamment par l'État il y a de ça quelques années pour faire de la cause cancer une cause importante pour ce territoire dont on sait qu'il est particulièrement impacté, notamment par la chlordécone qui nécessite à la fois des actions fortes, des engagements forts de l'État et de l'ensemble des partenaires, et puis une mobilisation de la population. Comme vous le savez, un grand élan a été impulsé autour des analyses de chlordéconémie. Les analyses de chlordéconémie, nous sommes à 28 000 analyses de chlordéconémie aujourd'hui. 28 000, ça commence à être important, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut rappeler à la population la nécessité d'aller faire un test, une analyse de chlordéconémie. C'est excessivement important, justement, pour savoir si potentiellement nous sommes touchés par la pollution à la chlordécone. C'est important parce que derrière, il y a un accompagnement qui va être engagé en fonction des résultats qui vous seront communiqués, qui seront d'ailleurs analysés sur le territoire martiniquais. Jérôme Lebrière, le directeur général du CHU, qui est présent aujourd'hui, a réussi à mettre en place des analyses au sein de ces laboratoires de chlordéconémie. Au lieu de partir dans l'Hexagone, désormais, les analyses de chlordéconémie sont réalisées sur le territoire martiniquais. C'est très important parce que ça permet aux usagers qui font ces analyses d'avoir des résultats très rapidement. Et ça permet surtout à l'ensemble des professionnels qui accompagnent les usagers de pouvoir faire des diagnostics à leur domicile, faire des diagnostics sur l'alimentation de ces derniers, faire des diagnostics quant à leur exposition et les accompagner pour qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, les taux de résidus dans le sang diminuent de manière assez rapide, mais dès lors que l'accompagnement est bien fait. Donc la cause que porte au nom de tous le groupement d'intérêt public GIPROM est une cause qui est majeure ces dernières années et qu'il est encore plus en 2024. 2024 qui va nous permettre d'inaugurer, de voir fonctionner l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire. Ce formidable outil qui est mis à la disposition des Martiniquais et également de l'arc caribéen. Il a été souhaité par des pilotes de la politique santé il y a quelques années en Martinique. Il a trouvé ses financements, il a trouvé ses professionnels, ses experts. Il va voir le jour dans les prochains jours, c'est le cas de le dire. Il a déjà vu le jour, mais il sera officialisé dans les prochaines semaines. C'est un outil important qui devrait nous permettre d'améliorer le parcours cancer des patients. Guy-Albert Ruffin a certainement dû en parler avant moi, mais il y a véritablement nécessité en Martinique de réduire les parcours. Réduire les délais de parcours cancer,
La prévention est importante, bien évidemment, et le GIPROM porte la prévention depuis plusieurs années de manière significative sur le territoire, auprès des communes. Il y a eu un énorme effort de territorialisation et d'accessibilité à la prévention, et c'est véritablement à mettre au succès, à porter au succès du GIPROM. Il y a maintenant des délais à réduire entre le dépistage, le diagnostic, la prise en charge et l'accompagnement post-aigu, post-prise en charge. Tous ces délais sont analysés par le GIPROM en lien avec les équipes du CHU, en lien avec les équipes de la clinique Saint-Paul. On sait qu'on doit améliorer cette prise en charge, cet accompagnement. Il me semble que des moyens sont mobilisés. Il me semble que l'ensemble des pouvoirs publics s'engagent. La directrice générale de l'ARS, si elle était présente, vous indiquerait qu'elle a mis en place un comité de pilotage régional qui finalement correspond un petit peu à ce que le GIPROM avait instauré depuis quelques années. Mais ce comité de pilotage permet d'associer de manière beaucoup plus importante les élus, et tous les élus, à la fois les grands élus, les parlementaires, mais aussi les maires, qui ont un rôle à jouer par rapport à l'accompagnement des patients, des usagers face au cancer. Ce comité de pilotage se réunira le 24 janvier de mémoire. Il s'agira du deuxième comité de pilotage régional qui permettra de mettre l'accent sur des priorités régionales et notamment en lien avec Jérôme Lebrière qui a envisagé un plan stratégique pour Clarac, de mobiliser des financements pour humaniser et améliorer l'accueil des patients sur le site de Clarac. C'est une priorité, et améliorer les conditions de travail des professionnels de Clarac, en attendant d'avoir un véritable institut du cancer en Martinique. Un institut du cancer en Martinique dont, je l'espère, nous pourrons organiser une inauguration dans les 3-4 années à venir, ce qui permettra enfin d'avoir un outil à la disposition des professionnels et des usagers. Voilà, mesdames et messieurs, sincèrement, je vous excuse je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon retard. Je vais aussi vous excuser d'avoir commencé face à cette heure de retard. Sincèrement, je souhaite au nom de l'Agence régionale de santé, une merveilleuse année, une très très bonne santé, un épanouissement professionnel et personnel. Et je vous invite à suivre les grands jalons 2024 de la thématique cancer en Martinique, parce que 2024 sera une année marquée, j'espère, par des réussites importantes que nous pourrons valoriser. Voilà, je vous souhaite une belle et bonne année, et je remercie le GIPROM pour tout le travail qui est engagé. En tout cas, merci, monsieur le directeur général adjoint, pour ça. En tout cas, bonne année. Mais je tiens aussi à dire que tous ces succès et toutes ces ambitions ne sont possibles parce qu'il y a aussi nos équipes. Et je vais aussi vraiment avoir cette pensée pour l'ensemble de l'équipe de la plateforme, que ce soit le personnel propre, le personnel mis à disposition, mais aussi nos partenaires. Je crois que c'est pour nous un moment très important. On ne sera pas plus long parce qu'on a prévu, bien entendu, quelques petites choses beaucoup plus à propos, on va dire comme ça, nonobstant le retard. L'idée, ce serait peut-être aujourd'hui de se soumettre à l'exercice de vos questions. Bien entendu, je sais que vos interviews vont pouvoir suivre. Mais voilà, je vous laisse la parole, messieurs et dames les journalistes, mais aussi, mesdames et messieurs, de manière plus générale. Sinon, si les interviews, vous voulez les faire, etc. Y a-t-il peut-être une ou deux questions dans la salle avant qu'on clôture? Quelque chose à préciser, une remarque, Ça va? C'est clair pour tout le monde? De toute façon, vous savez où nous trouver et nos bureaux sont à votre disposition, vous le savez très bien. Ok, à plus tard et bonne année 2024 en santé.